Alors, bonjour Madame Josse. Nous sommes ici ensemble pour une interview dans le cadre du cycle Votre futur métier. Donc, c'est les anciens diplômés de l'Université de Mons qui présentent leur métier. Euh, la première question importante, c'est quel est votre profil académique? Oui, donc bonjour à tous. Alors, mon profil académique, j'ai été diplômée de la faculté polytechnique donc de Mons en juin 2019 d'un master en ingénierie civile à orientation électricité, signaux, systèmes et bioingénierie. Ok, merci. Alors, où travaillez-vous actuellement? Alors, depuis l'obtention de mon diplôme, je travaille chez B12 Consulting, qui est une entreprise, une petite moyenne, qui fait partie des petites moyennes entreprises dans le domaine de la consultance en IT, donc dans les nouvelles technologies informatiques. Et ce qu'on fait chez B12, c'est que via deux axes bien distincts, qui sont le développement software et la data science, nous essayons de répondre aux besoins de nos clients en essayant de découvrir leurs problèmes business et leur intérêt et d'y répondre avec des technologies innovantes et à jour afin de vraiment développer une solution sur mesure pour répondre à leurs enjeux. Alors, quel est votre métier? Alors, je suis employée en tant que data scientist. Donc, il y a 2 ans, je suis arrivée en tant que junior et j'ai été récemment promue en tant que senior data scientist. Ce qui veut dire que je vais participer aux projets qui sont plutôt liés à tout ce qui est développement d'algorithmes de machine learning, deep learning ou intelligence artificielle. Et je vais également être euh, impliquée dans les projets pure consultance, on va dire, qui vont viser à accompagner les entreprises pour justement comprendre ce qu'ils peuvent faire avec les données qu'ils ont ou comprendre vraiment d'identifier les besoins business qu'ils pourraient avoir et auxquels nous pourrions répondre justement avec, grâce à leurs données et avec des algorithmes de machine learning, et cetera. Ok. Alors, quelles sont les missions principales dans le cadre du métier de data scientist? Oui, donc comme je le disais juste avant, notre but, c'est vraiment de comprendre le besoin du client et d'y répondre de la manière la plus, spécialisée et la plus orientée possible. Et donc, on va dans un premier temps vraiment avoir des réunions clients et essayer de découvrir et comprendre leurs problématiques pour vraiment pouvoir répondre à leurs besoins. Ensuite, on va avoir une phase d'exploration et de découverte des outils que nous pourrions utiliser pour y répondre. On va les accompagner tout au long de cette démarche pour vraiment répondre à leurs problèmes et pour les aider à soit donc trouver une solution à leurs problèmes ou les aider à se digitaliser parce que parfois c'est pas vraiment un problème business qu'ils ont, mais une envie de digitaliser leurs procédés et enfin, pour justement répondre à leurs problèmes et les aider à se digitaliser, on va développer et implémenter ces algorithmes ou ces softwares, ces logiciels grâce aux précédentes analyses que nous avons réalisées. Alors, est-ce que vous pourriez décrire une journée type professionnelle? Oui. Alors c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'à l'écrit, j'avais répondu d'une manière différente que ce que je vais expliquer ici. Mais la journée type dans le domaine de la consultance, en tout cas chez nous, ça n'existe pas vraiment. Nos journées sont vraiment différentes d'un jour à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un client à l'autre. Donc nous, on fonctionne vraiment sous forme de projet. Donc on va travailler pour un client pour une durée de 1 à 6 mois. Ça dépend vraiment le projet et le type de projet. Donc ça va vraiment changer. Mais je dirais que, allez, si on prend mon projet actuel, je vais démarrer la journée entre 8 et 9 heures. Ça va un peu dépendre du télétravail, de si je travaille dans les bureaux ou de l'emploi du temps simplement. Au début de la journée, je vais avoir une réunion quotidienne avec, les clients afin qu'on puisse discuter un peu de ce sur quoi nous avons pu travailler la veille, ce sur quoi nous comptons travailler le jour même, un peu identifier les challenges que nous rencontrons, voir si d'autres personnes les ont déjà rencontrés, s'ils peuvent nous aider. Ensuite,
il se peut que dans la journée, il y ait d'autres réunions clients comme des sessions de partage, de brainstorm sur des sujets bien techniques. Il peut également y avoir des réunions sur l'état d'avancement qui sont plutôt, elles, hebdomadaires ou mensuelles selon le client. En dehors de ça, on peut également avoir des réunions en interne chez B12. On a pas mal d'activités internes qui nous permettent justement d'un peu accroître nos connaissances, de manière assez continue. Donc, on va avoir des sessions de partage de connaissances qui vont avoir lieu environ 2 fois par mois et est-ce qu'elles vont, en quoi est-ce qu'elles vont, résider? C'est qu'on va, attribuer un sujet ou choisir un sujet et un des employés va le présenter au reste de l'entreprise afin de justement partager les connaissances qu'il a pu acquérir lors de sa lecture, de ses recherches et de pouvoir en faire profiter tout le monde. Donc ça peut être un sujet très soft, dans le domaine de la consultance ou un sujet beaucoup plus technique dans le développement ou la data science. On a également, des activités, des B12 stand-up comme on les appelle. Donc ça a lieu une fois par mois et ça va être une session d'une demi-heure, 1 heure pendant lesquelles on va discuter, des nouveautés au sein de l'entreprise en termes de recrutement, en termes de nouveaux projets, de projets qui se terminent, de réussites, d'échecs s'il y en a. Et également parler des activités qui sont mises en place, team building, nouveautés, pour, heu, pour une quelconque activité et cetera. De manière plus pratico-pratique, on fait des journées de 8 heures, mis à part le vendredi où nous faisons une journée de 6 heures, donc on fait un 38 heures semaine chez nous. On a 1 heure de temps de table à midi, pendant laquelle on peut aller en ville parce que donc on est basé à Louvain-la-Neuve, on est très proche du centre, donc ça nous arrive très régulièrement de partir entre collègues manger en ville ou d'aller chercher à manger, de manger dans nos nouveaux bureaux. Certaines personnes vont même courir aussi sur le temps de midi, on a des douches, donc c'est assez facile de pouvoir faire pratiquer une activité physique pendant notre journée. Et puis, ben voilà, selon l'heure à laquelle on a commencé, on terminera entre 17 et 18 heures. Et oui, point important, outre toutes ces réunions dont j'ai parlé, je vais du coup travailler sur l'aspect technique des projets, et faire donc de l'analyse de données, du développement ou du déploiement si, on a besoin d'un système de maintenance pour l'algorithme. OK, ben Voilà. merci, c'était Je suis très partie un petit peu complet, dans tous c'est les sens, parfait, hein, mais j'ai essayé c'est de parfait. parler de tout. Alors, j'ai envie de vous demander, beh, quelles sont les compétences nécessaires pour, effectuer ce métier de data scientist? Oui, alors, bien évidemment, il y a d'abord les compétences techniques, donc on doit avoir vraiment des notions de base dans les sciences, la physique, les mathématiques. Hem, Dans les statistiques, c'est très important aussi car on fait pas mal d'analyses de données, donc on a besoin de pouvoir justement quantifier tout ça et des notions de programmation parce que voilà, il faut développer ces algorithmes, donc on a besoin quand même de notions de base. Mais en dehors de ça, je dirais que ce qui est très, très important, c'est, d'avoir un sens analytique. Parce que comme je le disais, on est confronté à des clients qui ont besoin qu'on identifie avec eux leurs enjeux business et qu'on puisse trouver la solution pour y répondre au mieux. Donc on a vraiment besoin de pouvoir partir d'un problème et de le décortiquer au mieux pour envisager la solution la plus adaptée. Hem, du coup, je pense que ce qui est assez important aussi, c'est d'avoir un esprit créatif et d'innovation. Pour pouvoir justement utiliser les technologies les plus à jour, de pouvoir, avoir vraiment une solution sur mesure pour le client. Hem, Avoir un sens critique pour, quand on reçoit des nouvelles données d'un client, il faut pouvoir justement voir si elles vont se prêter au cas qu'on souhaite réaliser, si elles sont correctes, si, on va pas devoir en trouver d'autres parce qu'elles ne sont pas suffisantes ou qu'elles ne se prêtent pas à ce qu'on souhaite faire avec. Et bien sûr, beh, comme on travaille dans un milieu de consultance, il faut savoir, communiquer d'une part avec le client, mais aussi avec ses collègues, car on va régulièrement travailler en équipe. On va devoir faire des présentations aux clients, des présentations en interne dans l'entreprise. Donc c'est important d'avoir de bonnes, compétences de communication, de travail d'équipe, et des compétences sociales pour pouvoir justement pouvoir travailler en équipe.
Et un autre point qui est assez important chez nous, en tout cas chez B12, c'est que comme on travaille par projet pour des clients très différents, pour des domaines très différents, on est amené à apprendre en continu, à apprendre que ce soit pour le domaine, donc apprendre des procédés chimiques, des procédés biologiques si on va travailler dans le milieu de la pharma, apprendre des notions plus de, je sais pas, de tout ce qui a trait à la mobilité, à la finance selon le client, mais également un apprentissage continu sur les technologies elles-mêmes qu'on va vouloir utiliser. Ok, merci. Alors, ben, la dernière question, c'est principalement pour les étudiants et tout jeunes diplômés euh, qui voilà, en juin 2022, c'est finalement quels seraient vos conseils de type insertion professionnelle à donner à ces étudiants et jeunes diplômés, que ce soit à faire ou à ne pas faire, Oui. pour justement s'intégrer dans le marché de l'emploi Mmh. et aussi vis-à-vis du métier. Je dirais qu'en premier, ce qui est vraiment important, c'est de vraiment prendre toutes les occasions qui nous sont données pour gagner en expérience, que ce soit, des projets à l'université, que ce soit des projets ex cathedra à l'académique. Je sais qu'à la faculté polytechnique, il y a pas mal de groupes, que ce soit, l'Electrolab ou, YepTech, qui permettent justement d'acquérir des compétences, que ce soit plus en management ou en électronique ou dans des compétences techniques, quoi. Mais je pense que c'est vraiment important parce que ça permet de justement avoir une plus-value au CV et d'avoir une expérience qui va pouvoir être utilisée dans les projets dans lesquels on va être amené à travailler. En parlant d'expérience, il faut vraiment pas sous-estimer l'importance du stage qui, à mon avis, a déjà été réalisé pour les étudiants, en tout cas de 2022. Mais pour moi, je trouve ça très important car d'une part, ça nous permet de confirmer si on fait un stage dans le domaine qui nous intéressait le plus en tout cas, de confirmer si c'est vraiment le domaine et le milieu dans lequel on veut travailler. Ça permet également de savoir si on va préférer travailler dans une petite entreprise ou une grande entreprise qui peut très fort changer. Hem, Ça va permettre de savoir si le secteur est vraiment approprié et si le métier en tant que tel nous convient. Hem Quelque chose qui, moi, m'avait marqué pendant, mes études, c'est que les professeurs disaient souvent que, nos études à la faculté polytechnique étaient très compliquées pour pouvoir, nous préparer au mieux au monde professionnel qui devrait s'annoncer plus simple ou, moins complexe en termes d'intensité et de technique. Mais, je pense qu'il faut vraiment pas prendre ça à la légère parce que le monde professionnel peut également être assez intense dans le sens où, voilà, moi je travaille dans une entreprise de consultance, donc on va travailler sous forme de projet, donc on a des deadlines à respecter. Donc on peut avoir un rythme de travail qui est assez soutenu par moment et qu'il faut savoir gérer. Il faut avoir de bonnes, compétences d'organisation. Ça, je pense qu'on nous les apprend quand même, à l'université, donc c'est vraiment bien. Mais il faut surtout pas sous-estimer toutes ces compétences de gestion du stress, de communication et d'organisation. Et enfin, oui, ça va un peu relier, ce que je disais avec le stage, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à aller à la rencontre de personnes qui sont ingénieurs ou d'autres formations qui nous intéressent pour leur parler, voir dans quoi ils travaillent, ce qu'ils font concrètement au jour le jour. Parce que parfois la description d'un job ou le titre d'un emploi ne va pas forcément décrire toutes les tâches et tout ce qu'on va faire au quotidien. Et ça peut vraiment être intéressant et nous éclairer d'aller à la rencontre de personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel pour savoir si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, si ça correspond vraiment à ce que le métier ou le poste donne l'impression de décrire. Et je trouve ça très important aussi. Ok, merci pour tous ces conseils. Alors, ben, je vais laisser la parole aux participants. Donc, c'est Ouais. comme vous le souhaitez, soit de vous lever la main, soit de vous mettez une question dans le fil de conversation. C'est toujours les premières questions les plus Voilà, compliquées. exactement. Alors, ici, nous avons Monsieur Eddy Loubanzadio. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour. 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 Oui.
Alors, ma question est celle-ci. En fait, pour la petite présentation, je suis en master à Mons en informatique de gestion. Ok. Et je travaille déjà et je suis web développeur, mais je voudrais bien me réorienter en Mhm. data analyst. Et Oui. alors, je voudrais savoir, vous avez parlé de langage de programmation. Quel est le Mhm. langage de programmation que vous préconisez? Et aussi, quels sont les outils que vous utilisez quotidiennement dans votre métier? En tant que data scientist, donc pour passer du développement web à plutôt un poste de data analyst, data scientist, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Nous, au quotidien, en tant que data scientist, chez B12, ce qu'on utilise le plus comme langage de programmation, ça va être du Python. On va également utiliser Django pour créer l'application qui va, contenir l'algorithme si on en a besoin. Et donc je dirais que ce qui est important de maîtriser, ça va vraiment être donc le langage Python et toutes les librairies, liées un peu à la data qui s'y prêtent. Donc, on va avoir Pandas pour tout ce qui est gestion de data frame. On va avoir, Sklearn, SciPy pour tout ce qui est gestion de signaux, d'algorithmique. Hem, voilà, ça va plutôt tourner autour de ça. Il est également possible de faire de la data, à base enfin, depuis le langage de programmation Scala. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu moins répandu, mais c'est quelque chose qui, devient de plus en plus connu et de plus en plus utilisé et qui est, assez sympathique à utiliser en tout cas. Est-ce que ce sont des outils que vous avez découverts sur le milieu professionnel ou c'est des outils que vous avez commencé à appréhender déjà à l'école? Et combien de temps ça vous a pris Ouais. de maîtriser ces outils-là? Alors, donc je dirais que le langage de programmation Python, on l'apprend déjà, lors de nos séances de travaux pratiques ou de séances d'exercice à l'université. Mais, je vais dire qu'on ne l'utilise pas à outrance non plus. On n'a pas, en tout cas dans ma spécialité, fait de gros projets, en Python. J'avais fait mon travail de fin d'études en Python, certes, mais, je n'avais pas découvert toutes les subtilités, tous les outils et toutes les librairies qui en dépendent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, en tout cas, à bien maîtriser dans le milieu professionnel. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre sur le tas, bien qu'il faut quand même avoir pour pouvoir commencer. Et combien de temps ça m'a mis à apprendre? Je vais dire que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que ça va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on en fait et de comment on l'utilise. Donc, ça, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Merci. Avec plaisir. Je ne sais pas si c'est bien clair? Oui, oui, oui. Super. OK. Alors, est-ce qu'une autre, personne souhaite poser une question, que ce soit dans le fil de conversation ou en levant la main? N'hésitez pas évidemment. Peut-être en attendant que ah ben voilà, donc monsieur Pierre Goffard, je vous laisse la parole. Oui, merci. OK, ben voilà. Donc, bonjour, moi je suis actuellement Bonjour. étudiant en master 2 en sciences mathématiques, donc à orientation plutôt métier de la finance et du big data. OK. Et je me demandais par rapport donc, à cette réunion de data scientists, je me posais des questions sur les différences ou les ressemblances entre les différents termes et les différents postes que sont data scientist, data analyst, data miner, etc. Parce que bon, je suppose qu'il y a des différences plus ou moins subtiles, puisque les noms ne sont pas les mêmes. Mais j'aimerais bien essayer de mieux comprendre les différences, enfin, de tâches réalisées ou les différences conceptuelles entre ces différents métiers ou postes ou spécialisations. Je ne sais pas très bien. Mmh. Alors, je dirais que, comme vous l'avez dit, les différences sont assez subtiles et que ça va un peu, dépendre du secteur ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Parce que je pense que chacun va avoir un peu sa définition propre et je veux dire la frontière entre les postes qui va être un peu distincte. En mon sens, data scientist va plus être la personne qui va, hem, collecter les données, pouvoir les exploiter pour les formater dans pour les rendre dans le format exploitable justement par un modèle
et puis justement développer un algorithme et un modèle qui vont pouvoir utiliser ces données et apporter la solution désirée. Si on prend data analyst, vous m'avez dit, pour moi, un data analyst va plutôt être une personne qui va collecter des données et qui va les mettre en forme, mais plutôt dans un but de visualisation. Donc, faire du Power BI derrière, par exemple. Vraiment prendre, je ne sais pas moi, collecter des données d'une étude statistique ou des données de procédés, que ce soit en biologie, biochimie ou que sais-je, et les mettre en forme, faire des petites analyses statistiques, mais les mettre en forme et les rendre interprétables et donc avoir un aspect visuel, donc faire un beau dashboard et avoir vraiment cet aspect de visualisation pour faire une présentation à un client, pour faire une présentation en interne, pour comprendre un peu les données, comment elles sont réparties, comprendre leur évolution, etc. Après, il existe également des postes de data engineer qui, à mon sens, vont plutôt être les personnes qui vont collecter des données brutes et les rendre exploitables. Donc, on va un peu moins avoir cet aspect de exploiter les données par après en les injectant dans un modèle pour avoir une prédiction en fin de procédé. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, essentiellement. Mais donc, moi, dans ce que je comprends, data engineer, j'ai bien compris, mais data scientist, alors, c'est moins travail sur les données, moins analyse, modélisation, prévision, etc., que data analyst purement. Je veux dire, Non, Moi, je dirais que c'est le non. contraire. Oui, moi j'aurais dit le contraire, que le data analyst va vraiment prendre les données, mais beaucoup moins les exploiter, faire peut-être des calculs statistiques de base comme la moyenne, la médiane, les variances, les quantiles ou que sais-je. Et après, avoir un dashboard assez explicite pour montrer justement la répartition de ces différentes données. Tandis qu'un data scientist va vraiment prendre les données que le client, que quelqu'un va lui donner, les exploiter et les mettre dans le format qui va permettre après de les injecter dans un modèle de machine learning. Et puis également, justement, entraîner ce modèle pour sortir une prédiction. Oui. Donc, Oui. le data scientist, en tout cas, comme nous, on le voit et comme de ce qu'on fait chez nous au quotidien chez B12, c'est qu'on va vraiment prendre les données de nos clients, les exploiter, les formater, les rendre dans un format qui est correct pour après, les injecter dans un modèle adapté à l'enjeu business et obtenir la solution désirée. Ok. Est-ce que ça éclaircit un petit peu Oui. Oui. En fait, moi, je pose ces questions pour essayer de mieux percevoir un peu la frontière entre informatique, d'une part, et, disons, statistique, d'autre part, puisque moi, en tant que mathématicien, j'ai des compétences en mathématiques, probabilité, statistiques, etc. En informatique aussi, pour la programmation, dont vous avez parlé de Python notamment. Je connais aussi SQL et R. Mais donc, c'est ça, j'essaye de voir un peu où se situe, à quel point se situent les connaissances informatiques de type manipulation de big data, etc. Et où sont les statistiques et le travail purement de type Python ou R. C'est ça que j'essaye de comprendre, mais vous m'avez bien éclairé avec ces questions. D'accord. Moi, j'ai justement une question qui est un peu la suite, c'est est-ce que chez B12, il n'y a pas que des ingénieurs civils, il y a aussi des masters en sciences mathématiques? Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment une démographie assez variée. Donc, je pense que maintenant, on est peut-être plus d'ingénieurs, mais en tout cas, encore l'année passée, il y avait beaucoup plus de physiciens que d'ingénieurs. Donc, chez nous, on a vraiment des profils assez divers. On a des sciences informatiques, justement.
on a des physiciens, on a des mathématiciens, on a des ingénieurs civils. Donc, tous les profils peuvent mener à ce qu'on fait, en tout cas. Surtout que finalement, c'est au moment, c'est sur le terrain qu'on apprend des choses et que, voilà, au bout d'un Voilà, certain nombre de mois, les compétences pratiques, on les a. exactement. D'accord, Euh, merci. voilà, Avec plaisir. parfait. Alors, je vois qu'ici, j'ai une question de Monsieur Zitat Yomi. Donc, je vais lire le lignes. Donc, donc, je suis étudiant en BA2, donc 2 à la Mhm. Polytech. Et là, ben, voilà, il se pose un peu la question sur l'orientation qu'il va prendre. Donc, il hésite entre informatique et gestion ou électricité. Et là, donc, il s'entend, ça le conforte de voir qu'avec électricité, l'orientation électricité, il pourrait très bien aussi faire le métier de data scientist. Et ben, finalement, il a deux questions. La première, c'est de savoir quel était le sujet de votre TFE. Alors, le sujet de mon TFE, c'était la modélisation stylistique du mouvement humain par réseau de neurones profonds. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans le domaine de l'animation, donc dans les films animés, il y a plusieurs manières de réaliser les films. Et une des manières est d'équiper une personne d'une trentaine de capteurs, d'enregistrer son mouvement et puis de venir ajouter une couche sur le personnage pour avoir le film d'animation. Le souci, c'est que ça demande beaucoup de travail d'équiper la personne avec tous ses capteurs et de venir enregistrer chaque scène. Donc, ce qui est de plus en plus exploité et étudié, c'est d'enregistrer des séquences de ces personnes avec tous ces capteurs. Des séquences, je vais dire, neutres. Donc, moi, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai enregistré des personnes, j'ai enregistré une marche neutre de personnes. Et j'ai ensuite enregistré ces mêmes personnes, mais en faisant des marches stylisées, donc en imitant une personne fâchée, en imitant une personne triste marcher, une personne enjouée, joyeuse, une personne en colère, une personne apeurée. Et l'idée, c'est de voir, grâce à du deep learning et des réseaux de neurones, comment on peut transférer un style sur un personnage neutre, pour justement devoir éviter contexte du film, devoir en permanence enregistrer la scène, mais se dire, OK, si j'ai mon personnage qui marche de manière assez neutre, je peux venir lui appliquer toute une série de styles que j'ai déjà enregistrés au préalable. Et donc, on a fait ça à l'aide d'algorithmes de réseaux de neurones. Et je vois qu'il y a une deuxième question qui est comment je me suis retrouvée dans cet univers. Ben, je vais dire que un peu, je vais pas dire par hasard, mais voilà, moi j'ai choisi électricité car quand on nous a présenté les options, c'est ce qui me paraissait en tout cas le plus me correspondre. Il y avait vraiment, beh, voilà, c'est vrai que quand on est en BA2, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais il y avait cet aspect de pouvoir s'orienter plus dans le génie électrique, plutôt dans l'électronique, plutôt dans tout ce qui est, plus intelligence artificielle, réseau de neurones, qui va pouvoir amener à travailler dans le domaine médical, par exemple, avec les neurosciences, qui m'a toujours passionnée, ou également les télécommunications, qui est également en électricité. Donc je me suis spécialisée là-dedans et je me suis un peu écoutée, je me suis laissée amener jusqu'à l'orientation bio-6 et j'ai eu la chance de rencontrer la personne responsable des ressources humaines lors de la journée des entreprises. Donc, cette personne m'avait contactée au préalable, je les ai rencontrés. Elle m'a un petit peu justement expliqué tout ce qu'on faisait chez B12 et j'ai vraiment été attirée parce que c'est vraiment une entreprise dans laquelle on va travailler sur plein de projets différents, dans plein de secteurs différents et ce qui va vraiment permettre de ne jamais s'ennuyer, de se diversifier, de pouvoir justement avancer à tâtons et découvrir ce qui nous passionne le plus, dans quoi on aime le plus travailler. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas faire la même chose au jour le jour et qui a besoin de beaucoup de changements, d'innovation, de challenge intellectuel. Donc, ça répondait vraiment à mes attentes. Ok, merci. Alors, je vois qu'on
il y a un participant qui est en train d'écrire. Donc, on va attendre un Pas de souci. Ah voilà, donc Monsieur Nsita Thiomi vous remercie pour la réponse. Avec plaisir. Voilà. La question est peut-être assez longue. Bon, vous pouvez prendre la parole aussi. Ah, voilà. Ah ben voilà, ça c'est plutôt une question de salaire. Est-ce que le métier de data scientist est-il bien payé? Alors je vais clairement pas, étaler mon paquet salarial parce que je ne suis pas sûre que je puisse. Mais, oui, pour moi, en tout cas, moi, ça comble mes attentes. Je sais, payer mon loyer d'appartement. Je peux, me faire plaisir, partir en vacances, répondre à tous mes besoins. Donc, et mettre de côté pour justement, voilà, à l'avenir investir. Donc, moi, je trouve ça relativement bien payé. Après, c'est comme pour tout, un même poste va être payé différemment dans chaque entreprise. Donc, ça va vraiment dépendre de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Mais, dans l'ensemble, ça reste bien payé. Et tous les métiers liés à l'IT, que vous soyez ingénieur civil, mathématicien, physicien ou en sciences informatiques, je pense que vous n'aurez pas de problème à trouver un métier et un poste dans une entreprise qui sera bien payé. Alors, une autre question, donc quelles sont les évolutions de carrière possibles dans cette branche? Alors ça va aussi dépendre beaucoup, de l'entreprise. Chez nous, actuellement, on n'a pas une hiérarchie, très profonde. Je veux dire, on a une hiérarchie assez plate. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on va arriver en tant qu'analyste développeur, que ce soit en développement ou en data science. Donc ça correspond au poste junior. Ensuite, après 2-3 ans d'expérience, ça va un petit peu dépendre de chacun. On va pouvoir passer associate, comme on dit. Donc ça va être le poste un peu plus senior, que ce soit à nouveau en développement ou en data science. Ensuite, au-dessus de ça, on a la possibilité d'évoluer soit en tant qu'expert technique, soit en tant que project manager. Donc, les personnes qui vont devenir project manager sont les personnes qui vont aimer justement manager une équipe d'employés, être responsable des budgets, des deadlines, du temps imparti pour chaque projet, qui vont aimer avoir beaucoup plus de relations avec les clients. Et malheureusement, si ça ne nous convient pas, on n'est pas obligé de passer project manager, mais on peut passer expert technique. Et là, on va plutôt être en charge, on va toujours aider les plus juniors, ça, qu'on soit project manager ou expert technique, mais on va plutôt être en charge des choix d'infrastructures, des choix technologiques, sans être en première ligne face aux clients, sans avoir à gérer vraiment une équipe, le budget et le temps imparti pour chaque projet. Et la dernière couche, je vais dire, de notre hiérarchie sont actuellement nos 3 partenaires, qui sont les 3 fondateurs de la boîte. Mais on est en train, en tout cas, de mettre en place un système qui permet à chacun, en temps voulu et si désiré, d'investir dans l'entreprise et de devenir également partenaire, donc manager de l'entreprise. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que vous avez déjà bien répondu de manière assez vaste voilà, sur les différents sujets. Je vais quand même laisser Monsieur Louban Zabio prendre la parole. Une question. Allez-y. Oui, peut-être une dernière question, c'est Oui. vous avez parlé des enjeux business Oui. de data science. Quels sont-ils en fait généralement? Qu'est-ce que les entreprises recherchent dans la data science? Ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont plutôt chercher à digitaliser leurs procédés. Donc théorique, enfin, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre l'exemple d'un projet sur lequel j'ai participé. Une des entreprises gérait des résultats de tests sous format papier et a voulu mettre en place un système qui permette de prendre tous les scans de ces papiers et
d'extraire toutes les informations qu'il y avait dans ces documents scan, donc type PDF, et d'en faire des documents Excel. Et donc, pour ce faire, nous avons dû utiliser des technologies dites d'OCR, donc d'Optical Character Recognition, qui vont permettre d'aller identifier et d'interpréter le texte qu'on a dans des images pour pouvoir l'extraire et après le mettre dans un format plus digital tel qu'un format Excel. D'autres entreprises, si on prend dans le domaine de la pharma par exemple, vont vouloir améliorer le rendement de leur chaîne de production de vaccins. On va prendre un autre exemple qui est le domaine de la podologie. On a eu un client qui nous a contactés afin de développer une application mobile qui va permettre de scanner le pied d'un patient en 3D et après d'exploiter ce scan 3D pour venir en extraire certaines mesures telles que la longueur du pied, la forme du pied, etc. et conseiller au patient la semelle orthopédique qui va être la plus adaptée selon ses pathologies. On travaille également dans la mobilité pour améliorer les trajets, pour améliorer un petit peu le fonctionnement de certains transports en commun. Je réfléchis. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise, du secteur dans lequel l'entreprise travaille et justement de ce qu'ils veulent faire. On a également travaillé pour des startups qui souhaitent optimiser leur collecte d'aliments qui arrivent à date de péremption dans les magasins, qui souhaitent les mettre en ligne sur leur application et les revendre à prix cassé à des personnes. Et malheureusement, ça prend beaucoup de temps d'aller collecter les produits, puis de venir prendre une photo ou de venir scanner le code barre pour ensuite les mettre en ligne. Et donc, ils sont venus nous voir pour justement nous demander ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer ce procédé et les aider à être plus efficaces et à pouvoir mettre plus d'aliments en ligne en une soirée. Donc voilà, ça va être très varié, ça va vraiment dépendre de l'entreprise, du secteur et de leur volonté. Ok. Question bonus, si Madame Boutique le permet. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, est-ce que vous avez aussi beaucoup parlé de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut Oui. vraiment être un bon data scientist sans maîtriser l'intelligence artificielle? Alors, en tout cas, à B12, on n'aime pas trop le terme intelligence artificielle, on va plutôt parler de deep learning. Mais je vais dire que je ne sais pas si la question est-ce qu'on peut être engagé, devenir data scientist sans avoir de base et de notions en deep learning. Oui. Alors, évidemment, on peut tout apprendre sur le tas. Après, c'est certain que les entreprises vont quand même essayer d'un peu tester vos connaissances et de voir si vous avez des notions de base, ou du moins que si on vous les expose, vous puissiez les comprendre assez rapidement pour les mettre en pratique. Donc, je dirais que, en tout cas, il ne faut pas avoir peur du manque de compétences qu'on a de point de vue technique, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on n'apprend pas tout à l'université. Mais en tout cas, il faut avoir quand même les notions et être capable de rebondir et de vite comprendre les concepts qu'on va exposer pour pouvoir après les remettre en pratique. En fait, c'était plutôt dans le sens où, au-delà de mes compétences, je vais dire, la data science elle-même, est-ce qu'elle exige la connaissance de tout ce qui est machine learning, deep learning, l'intelligence artificielle? Est-ce que si on enlève tout ce qui est intelligence artificielle, on peut encore parler de la data science? Je dirais qu'alors non, pas vraiment, parce qu'on va plutôt se focaliser sur tout ce qui est exploitation des données. On va plutôt partir sur de la data analyse ou du data engineering. Ok. Merci. Avec plaisir. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, nous allons clôturer ici J'envoie une l'interview. dernière dans le chat. Ah oui, voilà, excusez-moi. Alors, donc si vous voulez, une dernière question, étant donné qu'il y a plusieurs métiers en data science, data analyse, data ingénieur, etc. Alors, certains profils académiques sont-ils plus pratiques que d'autres suivant le métier spécifique voulu? Je dirais que non, pas forcément. En tout cas, chez nous, en tant que data scientist, à nouveau, on a des profils très différents. On a mes collègues qui est mathématicienne,
un autre de mes collègues est physicien, un autre sort des sciences de l'informatique. Moi, je suis ingénieur civil. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un parcours académique qui se prête plus à l'un ou à l'autre. Ça va vraiment dépendre de nos intérêts et de notre apprentissage et de notre volonté à pratiquer l'un ou l'autre. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que je pense que c'est surtout la motivation et l'intérêt Voilà. qu'on porte au domaine. Et après, finalement, avec un master, les portes sont ouvertes, hein, finalement. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vous propose de clôturer ici l'interview. Je vous remercie, Madame Josse, pour Avec ces plaisir. réponses. Enfin, voilà, vous nous avez donné un panel d'informations intéressantes sur le métier. Je remercie aussi les participants pour leurs questions et leur participation. Voilà. Donc, cette interview sera de toute façon mise sur la plateforme Humans Career Center à disposition pour relecture. Voilà, je vous Super. remercie beaucoup. Merci Au à tous revoir. Au pour revoir, votre merci à vous. attention. Au revoir, bonne Merci, au journée. revoir.